Le viager. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le viager. Alors, qu'est-ce que le viager ? C'est vrai que, on s'intéresse de nouveau à cette vente en fait, puisque vous le savez, c'est un contrat pour justement éviter d'aller en maison de retraite, puisque avec la crise du coronavirus, le Covid, il y a eu beaucoup de décès en maison de retraite et donc c'est aussi la raison pour laquelle on va reparler de vendre en viager, puisque ça permet aux propriétaires évidemment de pouvoir bénéficier justement d'une rente, donc d'un revenu mensuel ou trimestriel pour rester chez lui. Donc ça fait partie évidemment d'un des premiers avantages. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Donc on démarre. Alors, pour rappeler le contexte, la vente en viager est une modalité particulière justement de vente d'un bien immobilier. Avec l'aléa, c'est un aléa évidemment, c'est une condition fondamentale du viager, c'est évidemment le décès du propriétaire. Alors il faut savoir évidemment que en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, il y a une incidence psychologique pour vous qu'il va falloir évidemment prendre en compte, tenir compte, puisque on va spéculer entre guillemets sur le décès proche, ou que l'on espère proche, évidemment du propriétaire. Donc psychologiquement, évidemment, dans votre esprit, ça a évidemment une tenure particulière. Donc il faut évidemment ne pas négliger aussi ce point. Alors, je vais vous présenter évidemment en différents points comment va se passer en 3 points. On va aborder en 3 points cette vente viagère. Allez, c'est parti, nous y allons. Alors, comme je vous le disais en préambule, le viager consiste à acquérir un bien immobilier en versant un premier capital, ce que l'on appelle en fait le bouquet. Alors, en règle générale, le bouquet, on l'évalue à 1/3 du prix du bien immobilier. Mettons, vous vendez une maison à 300 000 €, le bouquet, ça va être 100 000 €. Il va s'agir d'un apport initial donc, qui est limité, et ce bouquet, c'est la partie du prix que vous allez payer à la signature du contrat. L'acquéreur va verser ensuite une somme qui peut être mensuelle ou trimestrielle, donc vous allez bien sûr le définir, et c'est ce que l'on appelle aussi la rente viagère jusqu'à, comme je vous le disais précédemment, le décès du propriétaire, puisque c'est l'aléa qui régit cette vente. C'est très particulier, c'est la seule vente évidemment avec cet aléa, ce principe-là. La rente viagère est versée à votre propriétaire vendeur, au vendeur qu'on appelle d'ailleurs un crédit rentier, ou toute autre personne qui est désignée comme telle. Alors, une clause peut être prévue, bien sûr, pour deux crédits rentiers, puisque vous pouvez avoir un couple, par exemple, de personnes âgées qui va vendre son appartement ou sa maison. Donc, vous pouvez avoir aussi 2 personnes. Ça se fait également sur 2 personnes. Donc, soit un propriétaire, soit 2 propriétés. Et donc, cette clause, ça s'appelle une clause de reversibilité. Alors, l'acquéreur s'appelle un débit rentier, et le propriétaire vendeur ou les propriétaires vendeurs, comme je viens de vous le stipuler précédemment, s'appellent des crédits rentiers. Voilà, donc la vente en effet peut se faire sur une ou 2 têtes. Alors, il va s'agir pour le vendeur, évidemment, vous en doutez, c'est ce que je vous disais tout au début, d'avoir un revenu complémentaire jusqu'à son décès. Donc ça le rassure, évidemment. Ça, c'est une première chose, puisqu'il va avoir un peu de sous. Et puis, surtout,
il reste dans son logement, puisque la priorité évidemment des propriétaires, vous le savez, c'est d'adapter éventuellement son logement par de menus travaux, mais c'est surtout de pouvoir continuer à vivre un maximum de temps dans son habitation. Donc, très important aussi, il n'y a pas souvent évidemment que la partie financière. Le prix que vous allez payer va donc dépendre de la durée de vie de votre propriétaire vendeur. Alors ensuite, passons à la rente. Comment la rente va être fixée? Alors la rente, elle est fixée évidemment d'un commun accord entre l'acheteur, donc l'acquéreur, le débit rentier et donc le propriétaire, le crédit rentier, selon bien sûr différents critères, la valeur du bien immobilier, l'occupation évidemment du crédit rentier, s'il y a l'usufruit, un droit d'usage et d'habitation, ou si le viager est libre, vous avez aussi cette possibilité d'acquérir le bien vide. On parle de viager libre, et l'inverse, lorsque le ou les propriétaires, donc crédit rentier, logent dans le bien immobilier, ça s'appelle du viager occupé. Ensuite, l'autre critère, ça va être l'âge, quelle est son espérance de vie et la rentabilité théorique du bien. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle une table de mortalité. Alors, c'est quoi une table de mortalité? C'est justement pour évaluer la valeur de cette rente. C'est établi par les compagnies d'assurance, puisque selon l'âge et le sexe, évidemment, du propriétaire, la rente sera différente. Donc, votre référence d'évaluation du prix du bien immobilier, ça va être évidemment les tables de mortalité établies par les compagnies d'assurance. Alors, en ce qui concerne la rente, le plus souvent, le contrat prévoit une clause d'indexation. Vous savez, je vous fais un parallèle, lorsque vous avez un loyer, le loyer en habitation, par exemple, va être soumis à un indice, l'indice INSEE, I-N-S-E-E, et ça va être l'indice du coût de la construction, par exemple l'ICC. Là, c'est un peu pareil. Vous avez une indexation qui va être d'ailleurs, si ce n'est pas prévu dans le contrat, défini par la loi qui prévoit une révision annuelle de cette rente. Donc de toute façon, ça sera annexé tous les ans. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a aussi un impayé, puisqu'on va voir après, évidemment, comment vous allez récupérer le bien et lorsqu'il y a aussi des réparations. Alors, il faut savoir évidemment que, s'il y a un impayé, il y a ce que l'on appelle le privilège du vendeur, qui est une garantie inscrite par le notaire au moment de la vente, qui va permettre de vendre le bien aux enchères. Les contrats peuvent également contenir ce que l'on appelle une clause résolutoire, qui permet aussi de faire annuler la vente en cas d'impayé de la rente. Donc vous voyez, il y a des dispositions qui sont prévues. Donc lisez bien ce contrat, faites-vous accompagner par un professionnel de l'immobilier, et votre notaire, bien sûr, évidemment, saura être le chef d'orchestre pour vous accompagner également. Alors ensuite, au décès du propriétaire vendeur, donc le crédit rentier, l'acquéreur, donc le débit rentier, va évidemment récupérer le bien immobilier. C'est ce qu'on appelle évidemment la prise de possession du bien. Donc, dans votre contrat, bien sûr, vous allez avoir une organisation de ces différentes modalités, notamment comment vous allez récupérer les clés du bien immobilier et permettre évidemment aux héritiers de récupérer les meubles, puisque évidemment les meubles pour l'instant ne vous appartiennent pas. Il
faut savoir donc que le CC, le Code civil, prévoit que la vente est nulle si donc le propriétaire vendeur, le crédit rentier, meurt dans les 20 jours de la signature du contrat d'une maladie dont il était atteint à cette date. Évidemment, il faut quand même que vous puissiez payer des rentes viagères régulièrement à votre propriétaire et si le propriétaire décède trop tôt, vous perdez le bénéfice évidemment de votre contrat de viager. Et notamment le cas surtout de cette maladie. Si c'est signé trop vite, vous savez que la loi française protège le propriétaire vendeur, c'est normal, qui est une personne âgée et fragile, donc par définition, le propriétaire vendeur est protégé par rapport à vous en tant qu'acquéreur. Donc, en effet, je vous le rappelle, cette vente doit comporter l'aléa. Et l'aléa, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'événement n'est pas certain. Et donc, cet événement, c'est le décès de cette personne. Puisque, évidemment, si c'était prévu, ça ne rentre pas dans le cadre de l'aléa. Donc, attention, bien sûr, la vente peut être nulle sous couvert de l'absence d'aléas. Alors, s'il n'y a pas ce sujet, votre vente va être parfaite et considérée comme parfaite dès la signature de l'acte d'acquisition, toutes les formalités de publicité étant accomplies. Je vous prie de m'excuser. Donc, évidemment, vous allez gagner du temps. Allez, s'il y a des réparations, comment ça se passe ? Et on va voir aussi les différents impôts pendant la durée de votre contrat. Alors, 2 cas, évidemment. Soit le bien est vendu libre, c'est ce que je vous le disais, vous pouvez tout à fait acquérir un viager libre. Le débit rentier, donc l'acquéreur, va supporter toutes les charges, notamment les impôts fonciers, les travaux relatifs aux biens, puisque évidemment vous êtes propriétaire et que vous en avez la jouissance immédiatement. Si c'est libre, ça veut dire que vous en avez la jouissance. A contrario, si vous signez un viager occupé, le crédit rentier, c'est-à-dire votre propriétaire vendeur, lui va disposer d'un droit d'usage et d'habitation, puisque par définition il va être à l'intérieur, ou évidemment un droit d'usufruit. À ce moment-là, c'est bien sûr l'occupant qui va supporter toutes les charges courantes, notamment la taxe d'habitation si il y a cette condition, puisque vous savez que ça a changé, et les dépenses d'entretien du bien immobilier. C'est normal, il est dedans, donc évidemment, il faut entretenir le bien. En ce qui concerne les grosses réparations, ce sera vous, l'acquéreur, donc en tant que débit rentier, c'est l'article 606 du CC du Code civil. Mais bien sûr, vous avez une flexibilité puisque votre acte peut prévoir une répartition des charges et des travaux entre vous. Donc évidemment, lisez bien et rédigez bien votre contrat. C'est bien sûr votre notaire qui va s'occuper de la rédaction, mais évidemment, parlez-en avec lui. Ensuite, la taxe foncière. Donc je rappelle que nous sommes dans le cas du viager occupé et dû par l'occupant, donc si il est usufruitier, sauf clause contraire dans l'acte. En revanche, s'il ne possède qu'un droit d'usage et d'habitation, le propriétaire acquéreur donc va acquitter la taxe foncière. Voilà, écoutez, c'était tout pour le sujet du viager. Maintenant, vous savez comment acquérir en viager. Je vous laisse avec grand plaisir me suivre sur les différents réseaux sociaux, le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Je fais des lives également sur le groupe Facebook et sur Clubhouse. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, très bon investissement et à tout de suite dans le prochain podcast. Bye bye, je vous embrasse.